m'appelle Eva, faux de professora. Je suis professeure de linguistique à l'université de Mannheim pour les langues romanes et les médias. Et c'est depuis 6 ans que je suis en Allemagne, mais originalement je suis autrichienne de la ville de Salzbourg. Et il y a plus de 20 ans que je m'intéresse aux langues minoritaires. Alors j'ai travaillé sur diverses langues minoritaires, surtout aussi dans des contextes postcoloniaux, en Amérique du Sud. J'ai vécu un an aux Caraïbes, dans une île qui était hollandaise, qui est toujours hollandaise. Et ça m'intrigue un peu que les problèmes qu'on trouve chez les langues minoritaires sont un peu pareils partout. Et pour ça, une fois que je suis arrivée en Allemagne et j'ai retrouvé un autre collègue qui est aussi, il vient d'un groupe qui s'appelle les Aromun. C'est un groupe qui parle une langue romane à la côte dalmatienne, qui est aussi très motivé pour faire quelque chose au niveau linguistique pour les langues minorisées ou minoritaires. On a créé un programme qui s'appelle Romania Minor. Et chaque semestre, on met une langue minoritaire. On a fait, c'est plus ou moins 20 personnes, 25 personnes qui viennent dans le cours et qui font aussi une introduction à la philologie de cette langue. C'est toujours 2 cours à côté. Et on a fait la langue sarde, on est allé en Sardaigne, on a fait le rhétoroman, on est allé en rhétoromanie. Et cette année, on a mis l'accent sur l'occitan. C'était aussi motivé par les vacances de l'année dernière qu'on est tombé sur cette région. Et c'était un peu par casualité. Je savais bien qu'on parlait encore de l'occitan ici. Mais j'étais pas très consciente que la situation était difficile, que j'avais demandé plusieurs personnes où il y a la prochaine calandretta, où on peut faire le bac en occitan. Et j'avais pas de réponse, on m'a pas répondu ce que je voulais écouter. Alors on a fait le cours d'occitan avec un prof qui est venu de Toulouse à Mannheim et on avait 25 étudiants dans le cours. C'était les samedis, vendredi, samedi, alors il y avait déjà de l'intérêt pour ça. Ils ont fait l'introduction à la philologie et puis sont venus dans la région pour faire les enquêtes. Non, ce que j'avais rencontré sur place quand je demandais pour l'occitan et la présence de l'occitan, qu'il y avait des personnes qui me racontaient qu'ils parlaient de l'occitan avec leurs amis, qu'ils étaient partis pour travailler ailleurs et pour la retraite, ils sont revenus dans la région, ce qui arrive assez. Ils adorent la langue, mais ils la parlent que dans des cercles très très fermés. Ils n'ont pas passé la langue aux fils. Ce qui est très dommage. Il y a toute une génération que j'ai trouvée qui me disait mais c'est dommage, je l'entends que quand mes parents l'avaient parlé, les grands-parents l'avaient parlé, je voudrais bien le parler mais j'ignore ma propre langue. Et j'ai même trouvé des personnes après qui vont au cours d'occitan pour l'apprendre ou après la retraite qui dans les cours se retrouvent avec des personnes qui l'ont parlé pendant toute leur vie, ce que je trouve assez intéressant au niveau de mélange, quand on se mélange avec ceux qui l'avaient toujours pratiqué. Mais j'ai trouvé très très peu de personnes, mon âge, les 40 ans plus, ou moins, même pas, qui parlent toujours couramment l'occitan dans la vie quotidienne. Et ça c'est vraiment dommage parce que tout le monde apprécie la langue, ce que j'ai vu à moi, mais au début on n'avoue jamais. Même les étudiants qui sont venus sur place, ils ont toujours posé des questions comme dans les marchés, vous parlez l'occitan? Et les personnes disaient non, le patois non. On dit mais on a roulé 1000 km pour arriver dans la région, on a fait un cours d'occitan en Allemagne et on voulait trouver des personnes qui le parlent pour avoir une conversation.
Alors, vous aimez bien l'occitan? D'accord, oui, je parle patois. Et tout d'un coup, il y avait plusieurs personnes qui se sont ajoutées au groupe. Ils ont expliqué tout, ils ont pris beaucoup de temps pour parler aux jeunes. On était invités à aller à Martel au cours d'occitan. Et on a vu qu'il y a vraiment un intérêt aussi de sauvegarder la langue. Mais c'est dommage parce que les petites langues, c'est aussi de la diversité, une richesse culturelle. Beaucoup de personnes nous ont raconté, nous ont donné des exemples qu'on a enregistrés pour des mots qui n'existent pas en français mais qui existent qu'en occitan. Si on veut dire quelque chose très précisément, il faut la langue occitane pour le dire. Et là, chaque langue qui disparaît, hein, c'est toute une culture qui disparaît avec. Alors on ne peut pas laisser faire, dire c'était la scolarité jusqu'aux années 50, et la langue était très présente, mais c'est dommage, mais elle est en train de disparaître. Et au niveau des autorités, on est allé chez le président du Conseil général, différentes autorités aussi pour demander quelle ligne de sauvegarder la langue régionale. Mais on n'a pas trouvé grand-chose, il n'y a pas de plan ce qu'on fait. Et c'est un peu, je trouve, très dommage, parce qu'au niveau de la linguistique, pour nous, la langue occitane, c'est le pont. Et la langue nous donne toutes les explications du pont dont on a besoin pour expliquer les différences entre l'espagnol catalan d'un côté et de l'autre côté le franco-provençal, l'italien et bien sûr aussi le français. C'est la langue qui fait le pont. Alors si le pont disparaît, c'est difficile de comprendre comment c'était fait. Et aussi au niveau de patrimoine linguistique, si on regarde par exemple le gallego en Espagne, quand j'y suis allée avec mes étudiants il y a presque 20 ans, c'était une langue qui n'avait aucune valeur. Tout le monde disait mais c'est la campagne, c'est les agriculteurs, c'est personne dans la ville la parle. Et la dernière fois que j'y étais, c'était la vraie renaissance. On la parle à l'université, même les étudiants qui vont à La Coruña. Aujourd'hui, je leur dis, mais il faut faire un cours de gallego avant, parce que là, vous rencontrez des cours en gallego, il faut suivre la langue, ou à moins faire un peu de portugais pour avoir un accès plus facile à la langue régionale. Ils ont vraiment fait que la langue est vitale et partout. Et je trouve que c'est possible. En Irlande, c'était la même chose. C'est possible de vraiment donner de la vie à une langue. Mais il faut une volonté, il faut des autorités qui veulent aussi invertir un peu dans la question et faire avancer. Ce qu'on trouve beaucoup aussi dans l'Occitanie, c'est tout le monde dit mais on est tellement divers, chaque village a son dialecte, son patois, alors il n'y a pas d'unité. Mais c'est partout, c'est la même chose. Si on va d'un village au prochain, il y a toujours quelque chose qui change. Et si les distances sont énormes, on a beaucoup de changements de A à Z, mais entre A et C, il n'y a pas un grand changement. Alors, c'est tout à fait normal, parce que l'Occitanie est énorme. Elle est vraiment de la frontière de l'Italie jusqu'à l'Espagne. Et parfois, c'est aussi on a rencontré des personnes qui nous disaient mais l'occitan c'est pas nous, on ne se voit pas reflété dans l'occitan, parce que pour eux l'occitan c'est quelque chose d'artificiel, une norme qui a été faite ailleurs, qu'ils ne veulent pas accepter. Et on a dit toujours mais si on veut écrire une langue, il faut quelque chose qui ne soit pas
pratiquement la même chose que la langue parlée, parce que le français non plus. Le français qu'on écrit, c'est pas la langue qu'on parle au quotidien. Si on regarde les accents du Sud, partout, en Champagne, Poitou, c'est la même chose. Les personnes parlent différemment. Mais en France, c'est un peu, on a l'impression que généralement, le patois, soit qu'il soit, n'a pas de valeur. C'est dévalorisé complètement. Ça peut être pour l'histoire. En Allemagne, par exemple, les patois sont très importants. Tout le monde est très fier de parler un patois. On reconnaît tout de suite qui vient d'où. Quant aux langues régionales, il n'y en a pas beaucoup. On a les Sorbes, on a les Danois un peu, mais malheureusement, il n'y en a pas, mais il y a des différences dialectales assez fortes. C'est quoi tu parles de patois, c'est quoi le patois? Oui, comme réponse, on a toujours eu non, l'occitan non, mais je parle patois. Alors pour eux, la langue locale est appelée patois. Et je crois que dans l'histoire, c'était toujours ce qui n'était pas français était appelé patois. Soit que ça soit un dialecte de la langue d'Oï, de la langue d'Oc, même aux Caraïbes, les langues créoles étaient appelées patois. Même à Sainte-Lucie, ils appellent la langue patois. C'est écrit P-A-T-W-A. Ils se réfèrent à leur langue comme patois et c'est tout à fait positif. Tu parles patois, bon, c'est super. Ça a perdu un peu la connotation négative. Même, ça arrive beaucoup de fois, même au Canada, si on demande quelqu'un s'il parle français canadien, oui, je parle choual. À l'époque, on se moquait des Canadiens parce qu'ils prononçaient le mot cheval comme choual, et maintenant ils disent tout fièrement, oui, je parle choual, c'est notre langue. Mais je crois que ça, ce qu'il faut aussi, un bouleversement un peu pour apprécier plus la langue régionale. En effet, la langue occitane, c'est une langue, c'est sans doute une langue, il n'y a pas de discussion sur le sujet, au niveau distance. Mais au niveau d'élaboration, c'est très difficile. S'il y en a plusieurs normes et chacun fait à sa façon, et si on regarde aussi l'histoire de la codification qui est très complexe parce que personne ne veut renoncer de l'appeler provençal, de l'appeler occitane, et c'est déjà nommer la langue est très difficile, trouver un nom en commun pour toutes les communautés et trouver une norme qui correspond plus ou moins. Et on a vu l'exemple que je citais toujours des Rhéto-Romains avec le Romanj Crăciun, quelqu'un qui n'était pas de la communauté avait créé une écriture tout à fait artificielle qui correspondait à personne, mais qui est enseignée dans les écoles. Mais ça aussi, dans quelques communes, ça s'était mené à bout, mais d'autres ne voulaient pas accepter et continuent à écrire le dialecte, le Couter, le Valader, leur dialecte local. Et bien sûr, si la communauté est très petite, ça coupe encore une fois les possibilités de, par exemple, produire des livres, non? Parce qu'une maison éditrice peut seulement publier dans une variété, dans une norme. Mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans les communautés linguistiques, dans les minorités linguistiques. Je l'ai observé partout. Encore une fois, aux Caraïbes, par exemple, pour le papiamentu, il y a deux orthographes. Ce qui affaiblit absolument la communauté, parce qu'il y a une maison éditrice qui fait les livres pour Aruba, une autre qui fait les livres pour Curaçao et Bonaire, mais on a 260 000 personnes qui parlent la langue, alors c'est déjà très très peu, et si on est partagé en deux, encore une fois, ça fait l'édition encore plus difficile. Et je crois que ça arrive dans presque toutes les
communauté de langues minoritaires de se battre contre les autres pour une norme qui ne reflète jamais le parler. Et peut-être ça pourrait aider de dire non, ça n'a rien à faire pratiquement avec le parler. Le parler reste comme le parler était toujours et personne ne va se mettre avec le parler. Mais la langue écrite est quelque chose d'artificiel qu'il faut pour sauvegarder la langue. Parce que parmi les 6000 langues dans le monde, les langues qui ont plus de chances pour la survie, c'est les langues écrites. Si on n'a pas d'écriture, c'est très compliqué de... si on est une langue dans l'Amazonas, quelque part, parlée par un peuple très éloigné, il n'y a personne qui s'y met, peut-être, mais des groupes qui ont des langues non écrites, c'est très compliqué, la survie. Et alors en plus, la situation est d'autant plus compliquée en Occitanie et en Occitan qu'on a effectivement, comme tu disais, un territoire qui est extrêmement vaste, avec une variété quand même qui est une prononciation, des choses comme ça, qui est quand même très très importante. Ouais. Mais on se comprend bien, c'est ça. Parfois, des villes parlent différemment. Ouais. En Autriche aussi, il y a des parties de l'Autriche où je dois faire attention quand ils me parlent. Mais je les comprends toujours, si je veux les comprendre. Alors ça me cause aucun problème d'écouter bien pour les comprendre. C'est toujours la même langue. Peut-être au Vorarlberg, là, c'est très alémanique déjà, c'est assez compliqué. Mais quand même, c'est la même langue, personne ne le doute. Oui, c'est certainement une politique qui était toujours menée à bout par beaucoup d'États, le divide et impera. Oui, on séparer et renier. Et c'est beaucoup plus facile si on a une communauté linguistique qui pense, qui sont tellement différents, qui ne peuvent pas se mettre d'accord. Parce que le village A est tellement différent du village R qu'on n'a plus possibilité de se communiquer, c'est plus facile de les faire renier, de faire des règles, d'imposer des lois, n'importe. Je crois que c'était quelque chose qui était mené à bout. Même les frontières régionales, quand les frontières ne correspondent pas à la frontière linguistique, c'est beaucoup plus facile. Si je partage un petit groupe en différentes régions, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'avoir accès à de l'argent pour l'élaboration de la langue. Ce qu'on a fait en Italie, par exemple, avec le petit groupe des Ladins, ils sont 30 000, on a partagé dans 3 régions. C'est Alto Adige, Belluno, Trento. Les 30 000 personnes doivent accéder à 3 différentes entités départementales pour avoir de l'argent pour cultiver leur langue. Alors c'est très très compliqué. Mais un Ladin ne laisserait jamais sa langue. Il est très attaché à la langue. Même les personnes que je connais qui vivent ailleurs, je connais une collègue de Ladigna, elle a épousé un Américain, elle habite en Autriche, mais la première langue des fils, c'est le ladin, il n'y a aucune question. Aucune question, c'est vraiment attaché à la terre. Et comme ça, on a garanti un peu la survie de cette langue. Mais ils sont tous trilingues. Au début, c'est le ladin, après ils apprennent normalement l'allemand, et 3e langue, c'est l'italien, la langue de l'école. Et ça va assez bien. Mais c'est aussi parce que c'est des régions assez favorisées par le tourisme, il y a beaucoup d'argent qui se bouge, alors ils sont plus ou moins indépendants. Si un village décide de mettre à l'école le ladin, il n'y a plus personne qui peut faire quelque chose. Mais si la scolarisation est très réglée par l'État, ce qui est le cas en France, c'est très compliqué de décider si un village veut mettre ou favoriser un peu plus la langue régionale. Et en plus, c'est très difficile de le mettre dans la tête des parents. Parce que déjà, la génération des parents est très
très habitués à une perception assez négative de la langue régionale. Il faut déjà avoir des parents qui sont très conscients que ça apporte quelque chose au développement. C'est compliqué. Et tu dis souvent quand même dans ton discours, là, tu fais vraiment un lien entre le financement et puis la langue. Oui, c'est ça. Mais sans finance, c'est très compliqué. Hein. Le financement, il servirait à quoi? À faire des grammaires, des dictionnaires, à organiser des cours, à créer des entités de référence aussi. Ça, j'ai observé pendant des années. Par exemple, il y a 20 ans, quand j'ai commencé les recherches dans les Antilles, il n'y avait rien. C'était la première organisation qui était fondée. Et plus que la chose devenait organisée et soutenue avec des finances, avec du personnel, plus qu'ils ont avancé. La qualité des livres, par exemple, des livres scolaires. Si je veux enseigner une langue, il me faut du matériel didactique à l'heure du temps. Et je ne peux pas utiliser quelque chose qui a un peu l'air de ne pas être au niveau des autres langues. On a des très jolis livres pour l'anglais, pour le français, pour n'importe quelle autre langue. J'essayais de protéger le micro. Mais si on n'a pas d'argent, c'est très compliqué en fait. Ça, j'ai observé pendant des années partout. Pas très contente que la France n'avait pas ratifié la charte. Ouais, si on ratifie la charte, ça apporte quelques dimensions d'obligation. On est obligé de protéger les langues minorisées ou les langues régionales. Et comme ils n'ont pas ratifié, ils disent mais c'est contre la Constitution, on échappe. Hein. Et quand même, comme c'était signé par la France, je vois aucune raison pourquoi on ne fait pas appel à des organismes européens. Mais je ne saurais même pas lesquels. Parfois, il y a des projets au niveau... Maintenant, il y a le programme Horizon 2020. Hein, c'est un très grand programme au niveau européen où on peut demander de l'argent pour la recherche. Mais c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant. Alors, il fallait se mettre d'accord avec d'autres 3-4 partenaires européens, ce qu'on veut rechercher. Et parfois les problèmes sont beaucoup plus petits. Faire un livre, c'est pas... si on fait un projet européen, déjà faire la demande prend 1 an et du personnel. Mais pendant cette année, on pourrait déjà faire quelque chose sur place. Alors c'est des projets d'une dimension qui surpasse un peu les nécessités qu'on a sur place. Tu parles des traductions, hein. C'était à l'époque, j'écrivais ma thèse de doctorat, c'était le thème principal, de voir ce que la traduction littéraire peut apporter au développement d'une langue minoritaire. Et je l'avais fait pour un exemple, mais c'est pratiquement la même chose pour toutes les langues minoritaires. On pourrait demander, mais c'est quel type d'œuvre qu'il faut, à quel moment pour vraiment développer la langue. Ça dépend beaucoup de ce qu'on fait au niveau de la politique linguistique. Si on introduit par exemple la langue à l'école, les arguments poussés beaucoup par les parents, mais il n'y a pas de littérature, comment on va enseigner cette langue parce qu'il n'y a pas de tradition littéraire. Oui, il faut produire des livres, mais comment on fait pousser de livres? On ne peut pas forcer un auteur d'écrire dans une certaine langue, on ne peut même pas forcer un auteur d'écrire un livre. Hein. Il écrit ou il n'écrit pas, mais ce qu'on peut financer, ce qu'on peut pousser, c'est la production des traductions. Hein. Et ça donne aussi du valeur à la langue, parce que s'il y a du Shakespeare, du Steinbeck, du Molière, s'il y a les grands auteurs du monde dans une langue, ça, c'est comme l'épreuve que cette langue est à l'auteur de toutes les autres langues. Pour l'occitan, on a un avantage énorme, c'est la tradition littéraire qui existe. Hein. Alors, cette épreuve était déjà donnée il y a beaucoup d'années.
Mais il y a des langues minoritaires qui n'ont jamais eu une tradition littéraire, qui n'étaient jamais écrites par des auteurs d'importance qui étaient acceptés dans toute l'Europe. Et là, il faut beaucoup traduire pour en avoir. Par exemple, les traductions que j'ai vues en papiamentu dans ce créole, c'était fascinant. Ils ont fait plusieurs œuvres de Molière, ils ont fait Shakespeare, ils ont fait Homère, ils ont fait Erasmus de Rotterdam, ils ont fait de tout. Alors on se demande dans une île où tout le monde est pratiquement quadrilingue, tout le monde parle créole, papiamentu, espagnol, hollandais et anglais. Même les enfants de 3 ans dominent déjà les 4 langues, mais qui va lire Cicéron en papiamentu, hein, pratiquement personne. Mais on fait un Cicéron en papiamentu pour dire mais ça existe, hein, c'est possible. Et je me rappelle aussi la première fois que je devais parler dans un congrès de linguistique sur la traduction en papiamentu. Il y avait une collègue d'une autre chaire de littérature qui m'a demandé mais comment vous voulez expliquer? Vous dites vraiment que c'est possible de traduire un Proust en créole? Je dis, mais bien sûr, et pourquoi pas? Oui, mais c'est justement parfois les traducteurs, bien sûr, ils doivent être des très bons traducteurs, ils doivent dominer la langue et parfois ils doivent même inventer des mots si les mots n'existent pas. Mais c'est comme ça que le français est devenu grand, c'est comme ça que l'espagnol est devenu grand, c'était la même question. Hein, et au Moyen-Âge, ils étaient dans le même état. Alors, si jamais on le fait avancer de cette façon, c'est possible. Je ne vois aucune raison pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Mais le problème, justement, c'est par rapport à l'Occitan, c'est que, justement, depuis le Moyen-Âge, comme tu dis, on en parlait tout à l'heure, les Minnesänger, les Espagnols, les Italiens traduisaient les textes des troubadours. Bon, aujourd'hui, on a effectivement une littérature qui se tient, même, je crois qu'il ne s'est jamais autant écrit en occitan. On a de très bons livres scolaires et on a l'enseignement qui est ce qu'il est. Le problème essentiel, c'est que finalement, on ne fabrique pas de nouveaux locuteurs. Ouais. Et comment on fait... Et comment, voilà, la deuxième partie de la question, c'est ça, c'est comment fabriquer vraiment de nouveaux locuteurs, donner envie à des gens de s'exprimer dans cette langue. C'était curieux quand on faisait l'enquête à Collonges-la-Rouge. On était à Collonges-la-Rouge avec les étudiants. On a trouvé une dame qui racontait que leur père se niait à parler de l'occitan avec elle. Elle comprend la langue parce que c'est les parents qui l'avaient parlé, mais disait que leur père, le père parle de l'occitan avec les grands-fils et les grands-filles parce qu'il pense que c'était très dommage que la langue était coupée par cette génération. Et peut-être c'est une solution aussi de faire la promotion pour que les personnes qui le dominent toujours dans leur famille parlent la langue le plus possible aussi aux enfants. Parce que les enfants s'intéressent. Hein. Pour les enfants, c'est aucun problème de parler plusieurs langues. Pour eux, ça apporte, c'est la joie. Hein. Le grand-père qui parle quelque chose de différent, ça peut être une langue secrète entre eux. Mais ce qui manque, ce que j'ai observé dans la région, c'est un peu la conscience que cette langue a beaucoup de valeur. Et une fois qu'on ne parle qu'avec les autres voisins qui sont du même âge dans cette langue, elle va pas subsister, elle va disparaître. Et peut-être avec je ne sais pas si tout le monde est vraiment très bon en écriture, par exemple. Ils ont mis à Curaçao, par exemple, ça m'a fasciné, ils ont mis un programme qui s'appelait Signa Bolenga. C'était venez avec une chaise à une certaine heure, il y a quelqu'un qui vous enseigne à écrire votre langue. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont jamais eu un cours de langue.
il y avait une foule, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues avec une chaise apprendre leur langue au soleil. Et ça m'a fascinée parce que ça crée aussi une conscience. Ils ont fait tout en collaborant avec les journaux, un programme d'interview avec des experts de l'extérieur pour dire il y a du monde qui vient d'autres pays pour faire quelque chose avec notre langue et nous-mêmes nous sommes complètement inconscients de la richesse qu'on a sur place. Il y a plusieurs façons de créer une conscience chez les locuteurs parce que ceux qui ne parlent pas la langue, là aussi en Irlande ils ont réussi par exemple à faire beaucoup de progrès en faire de la promotion pour la langue irlandaise, la langue celtique. Il y a même des personnes d'âge qui s'inscrivent dans les cours, même des personnes adultes qui envoient leurs enfants à l'école pour apprendre la langue. Ouais, mais toutes les études qui se font, c'est toujours la employability. C'est un terme incroyable qu'on a imposé à chaque cours universitaire. Et je me nie, beaucoup de fois je dis, mais ce qu'on apprend à l'université, c'est à penser et de trouver des solutions. Mais je ne dis pas pour quel type de problème, ça sera à voir après dans la vie. On trouvera des obstacles avec une bonne formation, on peut le venir. Mais peut-être si on se trouve déjà dans ce mode d'utilitarisme, on pourrait bien avancer des arguments comme ça et dire oui, ça c'est vraiment un pont qui est créé pour l'apprentissage des autres langues. C'est accessible, c'est évident dans la société, c'est justement dire aux parents, aux grands-parents, parlez-moi en occitan, ils le feront avec plaisir probablement, non ? Si on leur demande. Oui, d'autant que oui, c'est si un jeune le dit, parle-moi en occitan parce que j'aime bien l'apprendre, parce que après j'aurai moins de difficultés en apprenant autre langue. Et là, je crois qu'en France, c'était très centré sur l'anglais. On avait du mal à faire avancer en anglais, mais l'anglais, c'est une lingua franca, tout le monde parle un anglais un peu, plus ou moins, et on aboutit en quelque chose partout dans le monde, mais ce n'est pas une vraie communication parfois. Si on veut s'approcher à quelqu'un, il faut un peu plus. Et pour quelqu'un de langue occitane, c'est très facile de s'approcher à la langue espagnole ou catalane. Oui, la honte dans les langues minoritaires, la honte, c'est quelque chose, c'est un point commun ou pas ? Oui, absolument. Je crois que c'est beaucoup pire dans les créoles. C'est encore beaucoup pire parce que l'histoire de la langue est reliée avec l'esclavage. Si mes parents n'auraient pas été des esclaves, cette langue ne serait pas là. Alors, c'est l'honte qu'on sentait à l'époque. Très fort, c'était très fort. Quand je suis allée aux Antilles la première fois, je trouvais personne qui voulait parler cette langue avec moi. Personne. Je me prenais des mois, je pensais que j'arrivais et tout le monde voulait bien m'enseigner cette langue, mais il n'y avait personne. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps. Tous les jours, avec mon petit livre, j'ai essayé de m'enseigner la langue avec la radio, la télé. J'étais entourée par la langue. Et après 3 mois, j'ai essayé de parler en route et tout le monde changeait directement à l'espagnol, à l'anglais, à l'hollandais. Et ça me coûtait vraiment. Mais une fois que je l'ai parlé, ça a changé complètement. Les interviews que je faisais, même les réponses étaient différentes. Une fois que j'ai posé la question en créole, j'ai posé la question en espagnol ou en anglais, parce que me donnaient d'autres types de réponses. Et là, j'ai vraiment vu, au début, j'ai croyé que c'était une île sans racisme, c'était une île très très bien, tout le monde vivait ensemble. Mais après, en savant la langue, j'ai découvert tout ce qui était subcutane, c'était un peu caché. Mais ça m'a pris un an, vraiment, pour entrer dans la société. Et maintenant, j'étais pas là pendant 12 ans.
Et je suis retournée maintenant et j'ai vu que beaucoup a changé au bien de la langue. Tout le monde me parlait sans aucun problème et j'ai demandé à beaucoup de personnes, même des personnes que je considère ma famille là-bas, ils me parlaient toujours en espagnol. Et tout d'un coup, maintenant, ils me parlent en créole. Beaucoup a changé. Alors, il y a 20 ans, j'aurais jamais cru que ça serait possible dans un développement. C'était rapide quand même. Par exemple, j'ai eu des gros problèmes avec l'immigration parce qu'à l'époque, quand j'ai fait le premier séjour, étant autrichienne, j'avais pas le droit de rester plus de 2 semaines. Alors je devais toujours quitter l'île pour aller ailleurs, au Venezuela, à Aruba, quelque part, et pour retourner pour avoir encore 2 semaines. Et j'avais une bourse pour 6 mois. Alors les petits voyages me coûtaient tellement cher que je n'en pouvais plus. Hein. Alors presque toutes les semaines, je suis allée à l'immigration pour expliquer mon cas. Et la première fois que j'ai parlé créole avec eux, elle me disait, mais les lois n'ont pas changé. Elle me disait, oh, je vais parler avec mon chef. Elle est revenue, m'a donné le passeport avec un visa de 4 mois. Elle a dit, vous êtes heureuse. Elle m'a donné aucune explication. Elle m'a parlé même en hollandais en me donnant le passeport. Mais je crois que la raison pourquoi j'ai eu mon visa, c'était la langue. Il n'y avait aucune autre raison pour changer d'attitude.